Bonsoir à tous et bienvenue. 11 nouveaux cas confirmés de coronavirus admis au centre de santé de Darou Marnane à Touba. Au total, 16 personnes contaminées par les migrés de retour de l'Italie. À ce jour, l'état de santé des patients évolue favorablement à l'hôpital de Fann et les malades de contact sont encore sous surveillance. Mort subite d'un élève en classe de première au lycée Malick Sy de Thiès en pleine séance d'entraînement dans la salle de gymnastique. Le procureur a ordonné une autopsie. Les cours ont été suspendus. La victime, fils du proviseur du lycée Malick Sy, devait participer ce week-end aux compétitions de l'UASU. Et puis couple illicite de boire dans le département de Saraya. Près de 70 délinquants arrêtés alors que les soupçons de détournement de plus de 712 millions agite l'ancien bureau de la section foyer du Sine Saloum en démembrement de l'Association nationale des acquéreurs des parcelles assainies. Les membres de l'ANAPA dénoncent et veulent que justice soit faite. Le sport et Info Éco complète ce journal mis en onde par Aline Badara. Bonsoir à tous. 11 nouveaux cas de coronavirus déclarés positifs à Touba, tous proches de l'émigré établi en Italie et en vacances donc au Sénégal. Ce dernier a déjà contaminé au total 16 personnes dans son entourage. La surveillance des cas contacts se poursuit. Pour les autres cas hospitalisés, l'état général évolue favorablement. C'est le point avec vous, Amadou Moustapha Dian. Tout à fait, Ndekadi Diop, vous l'avez dit et bien dit, donc le coronavirus gagne encore un peu plus de terrain avec 11 nouveaux cas confirmés, tous parmi donc les 71 cas contacts de haut risque donc qui étaient donc décelés depuis hier, ce qui porte à 19 donc le nombre total de malades de coronavirus au Sénégal. D'autres informations donc, c'est le centre de santé de Darou Marnane qui a été donc réquisitionné et transformé en centre de traitement des patients atteints de Covid-19 à Touba. Retenez que le patient donc français a subi un premier test donc négatif ce jour et que notre test donc sera effectué dans 48 heures pour vérifier s'il est guéri ou pas donc de cette maladie du coronavirus. En attendant, les mesures d'hygiène et de prévention restent et demeurent plus que jamais donc de mise pour donc éviter d'attraper donc cette maladie qui encore est en train donc de gagner du terrain au Sénégal. L'autre information, c'est que donc un peu rassurante, on peut dire, c'est que donc selon le docteur Abdoulaye Bousso, donc il a indiqué que tous les 11 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui donc sont partis des 71 cas contacts qui étaient donc disons décelés depuis hier, ce qui donc selon lui indique qu'il n'y a pas un autre foyer de contamination de la maladie du coronavirus au Sénégal, hormis l'immigré sénégalais donc qui a donc importé ce cas d'Italie. Donc tous les 71 cas contacts donc sont parmi donc ces personnes-là que donc les 11 nouveaux cas ont été décelés, ce qui veut dire qu'il n'y a pas donc d'autres foyers de contamination donc du Covid-19 au Sénégal. Ceci donc selon lui est une bonne information. Il a aussi également laissé entendre que parmi ces 71, aujourd'hui on a décelé 11 et que demain il pourrait y avoir donc d'autres nouveaux cas. Parmi ces 71, il a donc bien laissé entendre durant ses propos pour dire que donc les Sénégalais doivent s'attendre à ce que ce nombre de cas donc soit augmenté. Donc actuellement, retenons-le, c'est 11 nouveaux cas aujourd'hui, ce qui porte à 19 et que peut-être demain il y aura encore d'autres cas, ce qui veut dire que le coronavirus donc gagne du terrain et même commence à s'installer, inquiète les Sénégalais. En attendant donc, on attend aussi donc des mesures pour donc se prémunir et donc prendre des mesures avant-gardistes pour que les Sénégalais et la population puissent échapper et donc atteints par ce coronavirus qui encore gagne du terrain et s'installe de plus en plus au Sénégal. Ndekadi Diop. Merci à vous, Amadou Moustapha Dian. Malgré les cas notifiés positifs au Sénégal, une partie de la population continue de donner la main. Pour certains, les poignées de main ne peuvent pas être un moyen de transmission de la maladie. Pour se protéger, leur seule arme reste la prière. De réaction dans ce reportage de Marie-Rosalie Ndiaye. lu ni mel di wone ne ñu bari dégguñu yété bi ñuy def ngir ñu wàññi joxante loxo bi ci askan wi. Retour donc sur le reportage de Marie-Rosalie Ndiaye sur les salutations malgré les cas notifiés positifs au Sénégal. Une partie de la population continue de donner la main. Nous avons recueilli leur avis dans ce reportage signé Marie-Rosalie. Apparemment, le message n'est pas passé.
La sensibilisation faite autour du serrage de main semble tomber dans l'oreille d'un sourd. Est-ce que vous continuez de serrer la main aussi à votre... Oui, ça ne me gêne pas. Pour moi, ça ne me gêne pas. Question d'habitude. Ensuite, comme j'ai un produit antiseptique, après je l'utilise. Une partie des Sénégalais demeure convaincus que donner la main ne peut être un facteur de propagation du coronavirus et estime que seule la prière peut épargner le peuple. Personnellement, moi je dis que non, je ne serai pas atteinte de ça. Pourquoi? Parce que je prie le bon Dieu à chaque fois. Seule la prière peut nous épargner cette maladie. Il y en a qui sont plus propres que nous et pourtant ils sont affectés. Donc si on s'en remet à Dieu, on peut être sauvé. Ce mécanicien, trouvé en pleine manœuvre, lui reste convaincu du contraire. Pour lui, le choix est radical. Il ne serre plus la main jusqu'à la fin de la pandémie. Tous les grands médecins sont en Europe et pourtant la maladie il fait des ravages. Donc moi j'ai décidé de suivre les mesures d'hygiène et d'arrêter de donner la main jusqu'à la fin de la pandémie. Malgré les 10 cas notifiés positifs dans le pays, beaucoup de personnes maintiennent leurs vieilles habitudes. Elles continuent de serrer la main malgré la sensibilisation faite autour par les autorités sanitaires. D'ailleurs, d'aucuns croient dur comme fer que la main ne peut constituer un facteur de transmission du coronavirus. Faut-il reporter ou non les événements religieux? Le débat est ouvert, mais la question reste pour le moment tabou. Le reportage est signé Aïssatou Beiba. C'est une question qui semble être taboue au sein de la société sénégalaise. Plusieurs individus croisés ne veulent surtout pas en parler. Faut-il reporter ou non toute manifestation religieuse face à la propagation rapide de l'épidémie de coronavirus? Il a fallu chercher loin pour trouver quelques interlocuteurs qui veulent se prononcer sur la situation. Pour ce jeune mouride, la réponse est toute simple. C'est une maladie qui est très dangereuse et tout ce qui est dangereux doit être évité. Qui a décidé de reporter la Umrah alors qu'il ne voit vraiment pas pourquoi on n'en ferait pas de même. Essayer de minimiser les regroupements. Ce n'est même pas les manifestations religieuses, parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de regroupements. Les manifestations religieuses, les cérémonies de baptême, de funérailles et tout. Donc vous avez dit qu'il faudrait reporter ces manifestations? Oui, sincèrement, il faut revoir ça. Un virus qui se propage très rapidement et qui est très dangereux pour notre santé, ce serait mieux d'éviter tout rassemblement. Une approche qui ne semble pas être la même à chaque coin de rue. Ce mouride ira même au magal de Kassourayab si le khalif général des mourides donne les instructions. mënuñu lu déglu ndigalu sëñ bi su ne def leen dañuy def mais su ne bàyyi leen dañuy bàyyi moom incha allah li ma fas yéene bëgg na maa dem Kazu Rajab bu fekkee ne sëñ bi ndigal li mu joxe mooy pour ñu ñëw maanaam ci màggalu Kazu Rajab bi incha allahu rabbi man dama fas yéene pour dem. Non, ragaluma ko. Le report des événements religieux, une idée qui crée déjà beaucoup de polémiques au sein de la société sénégalaise, mais pour ce mouride, les autorités doivent choisir la meilleure décision qui puisse protéger la santé des Sénégalais. Beaucoup d'événements religieux attendus au Sénégal dans un contexte où une propagation de l'épidémie de coronavirus est notée, chose qui crée déjà la psychose chez certains Sénégalais. D'autres se posent même la question de savoir s'il faudrait pas reporter ces événements religieux. Mort subite d'un élève en classe de première au lycée El Hadj Malick Sy de Thiès en pleine séance d'entraînement dans la salle de gymnastique. Il s'agit du fils du proviseur du lycée, un grand sportif qui devait participer ce week-end aux compétitions de l'IASU. Le procureur a ordonné une autopsie. En attendant, les cours ont été suspendus. Babacar Ndao. Consternation et émoi, tels sont les sentiments les mieux partagés au lycée El Hadj Malick Sy de Thiès suite au décès d'un élève en classe de première ce vendredi matin en pleine séance d'entraînement à la salle gymnastique du dit lycée. Comment l'élève Sidi Badji est-il décédé? Cet habitué des lieux, un grand sportif qui devait participer ce week-end aux compétitions régionales de l'IASI, mais malheureusement, le défunt en a décidé autrement. Les circonstances de la mort de l'élève Sidi Badji, par ailleurs fils du proviseur du même lycée, pourraient être élucidées par le rapport d'autopsie
ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Babacar Ndao, 70 délinquants ont été interpellés et mis à la disposition du tribunal de Tambacounda. C'est dans le cadre d'une opération de sécurisation, mais également une traque sans répit contre les coupeurs illicites de bois. Des opérations vivement saluées par les populations. Boubacar Tomba. Les instructions du ministre en charge de l'environnement et du développement durable, du directeur des eaux et forêts et chasse, de l'inspecteur régional des eaux et forêts de Kédougou n'ont pas mis trop de temps à être exécutés. En effet, les éléments du secteur des eaux et forêts de Saraya veillent comme du lait sur le feu sur les massifs forestiers de la contrée. Entre février et mars, le lieutenant Saliou Gueye et ses hommes ont investi Tenkoto, Daloto, Harakhenan, Seguero ou encore Lafia, la plupart connus pour abriter des sites clandestins d'exploitation artisanale de l'or. Près de 70 délinquants, dont 8 Sénégalais, sont interpellés et mis à la disposition du tribunal d'instance de Saraya pour des délits allant de la coupe d'arbres à l'abattage d'animaux en passant par l'exploitation illicite du vin de rognier. C'est connu, les sites clandestins d'exploitation artisanale de l'or foisonnent dans la région de Kédougou et tous utilisent à des degrés insoupçonnés du bois, ce qui eut comme conséquence une forte pression sur les massifs forestiers. Ces opérations, fortement appréciées par les populations, mettent du baume au cœur des défenseurs de l'environnement qui invitent les pouvoirs publics centraux à davantage mettre les moyens à la disposition des bérets verts de la région de Kédougou, histoire de mettre un terme à cet autre fléau des temps modernes. Boubacar Tambacounda, Sud-Afrique. Boubacar Tamba, des soupçons de détournement sur plus de 712 millions de francs CFA planent ou pèsent sur la tête des membres de l'ancien bureau de la section foyer du Sine Saloum, un démembrement de l'Association nationale des acquéreurs des parcelles assainies ANAPA. Des supposées malversations commises entre 2002 et 2010. Les membres de l'ANAPA dénoncent le laxisme des responsables de la BHS et de la SNHLM et veulent que la justice se saisisse de ce dossier. Ils ont fait face à la presse à du Fatou Bari. Brassard rouge autour du cou ou du poignet, visage crispé, les membres de l'Association nationale des acquéreurs des parcelles assainies montrent leur colère à la face du monde. Ils ont été déplumés de plusieurs centaines de millions de nos francs. Un montant de 712 millions 61 000 francs allègrement retiré du compte par les membres de l'ancien bureau sans justification aucune, hors des procédures réglementaires et sans l'autorisation et la signature du directeur général de la SNHLM, en violation du règlement intérieur qui a présidé à l'ouverture du compte, qui est détenu par la Banque de l'Habitat, qui est détenu par la SNHLM et par la section. Selon le président de l'association, Amadou Lamine Fall, tout est parti de la mauvaise foi de l'ancien bureau de la section foyer du Sine Saloum, qui se trouve être un démembrement de l'ANAPA, des dirigeants qui auraient ainsi escroqué près de 613 personnes. Amadou Lamine Fall déplore également des manquements de la part de la BHS et de la SNHLM. Nous estimons que si une telle escroquerie financière a pu être commise si facilement, c'est essentiellement dû au manquement et à l'absence de vigilance de la BHS et de la SNHLM qui ont respectivement failli à leurs responsabilités. Las d'attendre après de nombreuses correspondances adressées aux autorités de l'État, dont le président de la République, des correspondances qui sont malheureusement restées sans suite, les malheureux acquéreurs comptent désormais saisir la justice. Nous avons cru devoir légitimement donc attraire devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar ces deux organismes après des lettres de mise en demeure du 26 octobre 2019. L'Association nationale d'acquéreurs des parcelles assainies a été créée en 1973. Elle avait pour but de rassembler l'ensemble des demandeurs éligibles à l'attribution d'une parcelle assainie, des parcelles situées à Cambérène, Malika, Keur Massar 3 et 4. Sud FM. L'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA dans une zone de turbulence. L'ISRA a des problèmes financiers. Les travailleurs en assemblée générale ce vendredi ont dénoncé le retard récurrent dans le paiement des salaires, mais également le non-reversement des cotisations sociales
à l'IPRES. Des autorités sont interpellées pour des solutions définitives. Salut Ounion, secrétaire général du syndicat national de la recherche agricole, porte-parole du jour, joint par Khadisen. Nous avons beaucoup de problèmes à l'IFRA, mais le premier est que depuis bientôt 2 ans, les salaires sont payés avec beaucoup de retard. En particulier ce mois-ci, les salaires n'ont été payés qu'hier. Et cela pose problème, beaucoup de perturbations au niveau des travailleurs. Nous avons remarqué également que les charges sociales sont coupées à la source, ne sont pas reversées. Ce qui fait que beaucoup d'agents qui vont à la retraite ont des difficultés. L'autre point de revendication, c'est que les indemnités de logement sont payées uniquement aux chercheurs et aux cadres et aux autres cadres. Mais le personnel d'appui, les techniciens, n'en bénéficient pas. Alors que dans d'autres services, cela ne se passe pas comme ça. Nous réclamons que les indemnités de logement soient payées à tous. Mais tout ceci est lié à la gouvernance de l'IFRA. Parce que actuellement, le directeur général de l'IFRA est à la retraite. Donc nous demandons qu'un nouveau directeur général qui soit nommé pour la durabilité. Cela veut dire qu'on veut qu'on choisisse un directeur général jeune et on voudrait que les postes de responsabilité à partir du directeur général comme pour les autres postes soient mis en compétition. Et cela a l'avantage donc de mettre en place les meilleurs. Et cela se fera dans la transparence et la démocratie. Maintenant, ce qu'on compte faire, c'est saisir les autorités de ce pays. Parce que nous avons essayé par tous les moyens, par la négociation, par des mémorandums, mais nous pensons qu'aujourd'hui, les problèmes dépassent l'Institut, les autorités de l'Institut, et on voudrait que notre voix soit portée au niveau du président de la République et que des solutions urgentes soient prises. Nous parlons de la grève du G7. Le mot d'ordre a été suivi au lycée Blaise Diagne. Les professeurs comptent d'ailleurs boycotter les contrôles de niveau, mais également bloquer les notes au lycée Kennedy. Les professeurs n'ont pas voulu se prononcer, mais les élèves se plaignent. Fatoumata Diallo. Le mot d'ordre du G7 suivi au lycée Blaise Diagne. À 10h, la cour est remplie d'élèves, des vases et des viens. Ils sont à leur 5e plan d'action et ils ne comptent pas en rester là. Ça a perduré et ça peut perdurer encore. Et on me dira que même chaque année, pratiquement, c'est le même scénario. Alors, moi, des fois, à ceux qui nous posent ces questions, je me demande s'il n'y a pas possibilité aussi de changer de dirigeant. Tant qu'il y aura en face de nous des dirigeants qui ne sont pas sérieux, qui ne se soucient pas de l'intérêt national, je pense que la grève, quand même, ne sera pas abandonnée. Actuellement, la stratégie adoptée, c'est le boycott des contrôles de niveau et le blocage des notes. Le boycott des évaluations que nous sommes en train d'observer. Il va y avoir contrôle, ce qu'on appelle les évaluations harmonisées dès la semaine prochaine. Est-ce que donc cette stratégie que nous sommes en train d'expérimenter depuis 2018? Au lycée Kennedy, aucun professeur ne veut se prononcer. Mais d'après les informations que nous avons obtenues, le mot d'ordre n'est pas suivi par tous les professeurs. Et les élèves demandent aux professeurs de cesser les grèves. Parce que ça nous empêche de mieux apprendre les cours. On est en train de retarder certains cours et ça ne devait pas être là. Maintenant, on est en retard. C'est peut-être à fête de la jeunesse. Après, on va nous donner nos notes dans les bulletins. Ces membres du G7 observent ce débrayage depuis 2 jours et jusque-là, ils n'ont pas encore obtenu gain de cause. Redémarrage dans quelques heures du forage dont les travaux d'entretien impactaient beaucoup de quartiers à Nord-Foire, des assurances données par le directeur régional de la maintenance centrale à Sen'Eau qui précise que le dispositif mis en place pour soulager les populations sera maintenu. Souleymane Kamara, joint par Mme Djahadassid. Les travaux se déroulent très très bien. On a démarré mercredi matin et les travaux qui devaient durer normalement 5 jours ont pu être raccourcis grâce à l'implication d'une entreprise chinoise qui sont nos partenaires et on a pu vraiment réduire les délais lorsqu'ils ont accepté de travailler en 24 heures sur 24. Là, on est en train de faire les derniers essais. Je pense qu'on va pouvoir redémarrer dans la soirée le forage de Nord-Foire, qui est le premier forage qui avait été arrêté. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de forages concernés par ces travaux? Sur cette première phase, il y a 6 forages qui sont concernés. Donc 4 forages au niveau de Dakar et 2 au niveau de la zone de Pout. Donc sur les 4 forages qui sont au niveau de Dakar, c'est des forages qui sont distributifs. Donc lorsqu'on les arrête, on les sent immédiatement au niveau du
du réseau de distribution. Sur Pout, on sera un peu moins impacté, mais sur Dakar, malheureusement, on va impacter directement les populations qui étaient sur les refoulements directement alimentés par ces forages-là. Aujourd'hui, sur la zone de Parcelles Assainies, qui est alimentée par le forage Nord-Fadel qui est à l'arrêt. Donc, une bonne partie des Parcelles Assainies, unité 26, unité 12, unité 14. La situation va revenir à la normale, probablement dans la soirée et demain matin. Parce que c'est un forage, dès qu'on démarre, la situation revient très vite à la normale. Maintenant, on va lever progressivement le dispositif d'accompagnement qui était mis en œuvre, qui était essentiellement des camions citernes et une réalimentation par le réseau, donc pour quand même permettre aux populations d'avoir de l'eau, parce qu'on n'a pas coupé l'eau totalement. C'est juste les temps de présence qui ont été diminués, c'est naturel, parce qu'ils ont été réalimentés, et surtout sur les parties qui reçoivent moins d'eau et qui reçoivent moins de temps de présence. Donc voilà un peu ce qu'on va avoir. Maintenant, le dispositif de camion citerne restera maintenu jusqu'à ce que la situation revienne totalement à la normale. Journée de nettoiement à l'initiative des personnes handicapées AFA fut une première édition qui sera déroulée dans les autres communes pour lutter contre l'insalubrité. Plus de détails avec Joseph Kali. Leurs béquilles, fauteuils roulants ou membres réduits ne les empêchent pas de tenir les balais, pelles et autres brouettes. Une manière pour ces personnes en situation de handicap de participer à la salubrité de leur localité. Pour eux, la citoyenneté ne fait point de distinction. Mamadou Koli, président de la section départementale des handicapés moteurs du Sénégal. Nous avons voulu marquer notre citoyenneté et notre appartenance à la ville de Dakar. Nous allons œuvrer pour participer au programme Dakar Ville Propre et montrer aux populations que le handicap ne veut pas dire que ne pas exercer sa citoyenneté. Dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus et vu leur situation, ils ont tenu à insister sur l'aspect de la propreté à travers ce set-setal. Il y a le coronavirus, il y a d'autres maladies infectieuses, donc nous les handicapés, nous sommes beaucoup plus vulnérables parce que parmi nous, il y a des gens qui sont sur fauteuil roulant, il y a des gens qui traînent par terre, donc nous avons voulu montrer aux gens et montrer à nos membres aussi qu'il faut beaucoup faire attention. La salubrité, ça nous concerne. Même si la commune de Fass est la commune témoin, cet investissement humain sera élargi à d'autres localités tous les 4 mois. Ce que nous voulons, c'est chaque 4 mois, on va aller dans une autre commune pour faire ce même programme. Donc, durant le programme de la ville de Dakar, nous allons faire des tours dans les communes qui sont membres de notre fédération pour pouvoir exécuter ce programme, marquer notre citoyenneté. L'association des handicapés pour l'action et le développement entend, au-delà de cette journée de propreté, sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques et le tirage des déchets solides. Coronavirus, les championnats anglais et français suspendus. L'UEFA annonce le report des matchs de Ligue des Champions et de l'Europa League prévus la semaine prochaine au Kilan. La propagation du coronavirus chamboule le monde du sport. Après la Série A, les autorités du football anglais ont décidé ce vendredi de suspendre toutes les compétitions jusqu'au 3 avril prochain. La Fédération française de football aussi, dans un communiqué ce matin, informe de la suspension de l'ensemble des activités et compétitions. L'UEFA annonce le report de tous les matchs de Ligue des Champions prévus la semaine prochaine, ainsi que les matchs de l'Europa League programmés le 19 mars. Même le tirage au sort des quarts de finale de ces deux compétitions prévues le 20 de ce mois a été repoussé. L'UEFA informe qu'il va organiser mardi prochain une visioconférence avec des représentants de ces 55 fédérations pour décider de la réponse du football face au coronavirus. Il pourrait alors être décidé d'un nouveau calendrier de la C1 et la C3 ainsi que d'un report d'un an de l'Euro 2020. Kwando, plus de 100 techniciens de 10 nationalités à Dakar pour un stage de level 1. C'est une initiative de la Fédération sénégalaise en collaboration avec la Fédération mondiale. Le stage sera animé par des experts internationaux. Le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo revient sur l'importance de ce stage, Bala Djei, avec El Hadj Malick Ndiaye.
ciblé sur ce stage-là, c'est de former en fait les coachs et c'est quelque chose qui est fondamental en fait pour le développement du taekwondo. Donc raison pour laquelle la Fédération sénégalaise de taekwondo avait décidé en collaboration avec la Fédération mondiale d'organiser ce séminaire de coach level 1 parce que ça existe aussi le level 2. Mais pour le faire, il faut vraiment faire le level 1 d'abord, qui est très très important pour les coachs, raison pour laquelle nous avons sollicité la Fédération mondiale à l'organiser au Sénégal. Et actuellement, on est presque à 100 participants avec 12 nationalités qui sont là présentement ici au Sénégal. Et nous avons démarré ce matin avec deux experts aussi de la Fédération mondiale, M. Daniel Kharouski qui est arménien libanais et M. Moustapha Akou qui est de la Fédération mondiale aussi, qui est belge. Et nous avons le docteur Mohamed Diop aussi qui gère tout ce qui est lié antidopage et tout ça. Donc c'est une formation qui est très importante, très utile pour les coachs, pour vraiment pour la pratique du taekwondo. Et pourquoi les autres pays sont venus ici au Sénégal pour avoir ce diplôme-là, parce qu'ils voient c'est très très important de pouvoir coacher sur la scène internationale africaine. Et sans ce diplôme-là, maintenant, les coachs ils peuvent pas participer. Raison pour laquelle nous avons voulu en fait organiser ici au Sénégal pour faire profiter le maximum de coachs sénégalais aussi à participer. Le stage qui a débuté ce vendredi prend fin demain. Les pays participants sont le Sénégal, le Tchad, Madagascar, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Canada, Togo et la France. Handball, 4 compétitions pour les équipes nationales ce mois de mars. Des U18 et U20 garçons seront à Bamako pour le Challenge Trophy zonal. Les U20 filles au mondial. Les Lions vont prendre part au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques en Espagne, un tournoi qui se jouera à huis clos. La fédération a rencontré hier la tutelle. Toutes les dispositions sont prises selon le président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf, avec El Hadj Malick Ndiaye. C'est un mois de mars extrêmement chargé. Nous avons notre sélection senior dame qui va à Espagne pour se battre pour le ticket qualificatif aux Jeux Olympiques, puisque nous devons rencontrer l'Espagne, la Suède et l'Argentine. Et de ces 4 équipes, 2 devraient sortir pour compléter le tableau féminin au JO. Et le Sénégal a toutes ces chances. Et nous en sommes conscients. D'ailleurs, dans cette perspective, la sélection a été renforcée par de nouvelles arrivées. Alors, il y a également les garçons en cadet et en junior, U18, U20, sont actuellement en stage à Saint-Louis. Enfin, nous avons les U20 filles qui vont se rendre en Colombie pour représenter l'Afrique après avoir bien gagné l'IHF Trophy continental. Donc, elles sont qualifiées pour l'IHF Trophy mondial comme leur aîné en 2015. Bref, un mois de mars très chargé, mais la fédération avait entré sur tout ça. Et avec le soutien du ministère des Sports, j'ai pu vous le dire, hier j'étais avec le ministre des Sports et le ministre des Finances. Tout comme pour le football, tout ceci a été pris en charge par le ministre des Finances et le ministre des Sports, et il faut leur rendre hommage et les remercier d'avoir si bien exécuté les instructions du président de la République. Donc voilà, la préparation démarre pour les compétitions. Nous avons un petit souci par rapport à la compétition qui doit se dérouler en Espagne, notamment à Valence, le TQO féminin avec les seniors, puisqu'à ce jour, c'est hier seulement que l'IHF nous a confirmé le maintien de ce tournoi, mais qui se jouera à huis clos. Voilà. Et les nouvelles qui sont tombées hier soir. Et donc, nous sommes prêts, nous devons y aller. L'équipe doit rejoindre Valence le 15 mars, Inch'Allah, pour faire quelques jours de stage et faire sa compétition les 20, 21 et 22. Bonjour et bienvenue. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, et le directeur général adjoint du Fonds cohésien pour le développement économique arabe ont procédé hier jeudi à la signature de l'accord de prêt complémentaire du projet de réhabilitation de la route Goudiri-Kidira d'un montant de 17 800 millions de francs CFA. Ces travaux vont permettre d'améliorer les activités économiques, notamment dans le secteur du tourisme et de l'agriculture des zones concernées. La Direction générale des impôts et domaines, dans le cadre de sa rentrée fiscale, a procédé hier au lancement de son programme Yatal. Le Yatal vise à élargir l'assiette fiscale, mais d'après le directeur général des impôts et domaines, ça se fera par le consentement volontaire des contribuables actifs qui s'élèvent à 6 600 000, mais seuls moins de 500 000 s'acquittent de leurs impôts. La DGID veut rectifier le tir. D'après son directeur général, Bassirou Sambagnas, il est avec
Khadisen. Le procédé original, ça vise d'abord à amener les gens à consentir volontairement au paiement de l'impôt. Amener les gens à consentir volontairement au paiement de l'impôt suppose aussi une sensibilisation, une communication. C'est pourquoi nous avons donné les chiffres pour que tous les Sénégalais puissent savoir, voilà les chiffres réels qui existent. Notre système fiscal est assis sur 85 000 contribuables que gère la Direction générale des impôts et des domaines. Et sur ces 85 000, seuls 25 000 payent. Mais notre système fiscal est assis également sur des salariés du secteur privé et du secteur public qui sont connus par nos services, qui ne dépassent guère 450 000. Vous rajoutez tout ça, on est donc moins de 500 000 à payer directement l'impôt. Si on est moins de 500 000 à payer directement l'impôt contre une population active de 6 600 000, contre une population globale qui tourne autour de 16 millions, vous voyez donc les difficultés à financer le développement. Or, le chef de l'État a, dans sa vision, décliné la notion de développement solidaire. Le développement solidaire signifie la participation de tout Sénégalais dans la mise en œuvre du programme de développement qui va lui profiter. Donc, le Yatal signifie appeler tout le monde à contribuer pour le développement de son pays. Mais si nous voulons appeler tout le monde, il faut donner également les moyens à ces personnes-là, à ces entreprises-là, de développer leur activité. L'une des premières richesses de notre pays, en tout cas, c'est notre terre. Mais notre terre ayant une très grande composante qui n'est pas immatriculée, nous disons qu'il faut également faciliter l'accès à cette terre-là pour l'habitat social, mais pour permettre aux entreprises également d'avoir un moyen de financer leur activité à travers donc des systèmes de garantie. Ce qui va avoir un effet induit sur le taux de bancarisation, un effet induit également sur l'emploi. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de nous avoir suivis.